Oda est un lycéen tout à fait ordinaire, à tel point que la moitié de ses camarades de classe ont oublié qu'il existait. Il passe la plupart de son temps à lire seul des romans isekai, et s'il est toujours seul, ce n'est pas parce qu'il est victime d'intimidation ou quoi que ce soit d'autre, mais simplement parce qu'il préfère ainsi. L'idée que quelqu'un vienne lui parler le rend tellement anxieux qu'il préfère se fondre dans la masse et rester invisible. Soudain, la pièce s'assombrit lorsqu'une sphère noire apparaît au milieu de la classe, et un cercle d'invocation se forme juste au-dessus de tous les élèves. L'instant d'après, ils se retrouvent au milieu d'une grande salle. Un vieil homme chauve attire leur attention et leur dit que le roi a quelque chose d'important à leur dire. Les élèves sont naturellement bouleversés par cet enlèvement interdimensionnel, et ils commencent à exiger des explications, mais le conseiller se moque de leurs préoccupations et leur dit de se taire et d'écouter. Une fois le silence revenu, le roi prend la parole et se présente comme Morgan, souverain du royaume de Redi. Il leur explique que le royaume est attaqué par des démons et que seul le pouvoir d'un héros venu d'un autre monde est assez puissant pour vaincre le seigneur démon. Après avoir entendu ces mots, Oda se rend compte que c'est exactement le même scénario que dans tous les romans isekai qu'il a lus, et il commence en fait à se réjouir un peu. Le conseiller déclare alors qu'il est temps d'identifier le héros parmi eux, et invite tout le monde à poser la main sur cette boule de cristal afin qu'ils puissent inspecter leur statut. Le premier à s'avancer est Desuke. Il s'approche de la boule et on lui demande de prononcer le mot « statut » pour afficher ses statistiques. Il espérait être le héros, mais il s'avère qu'il n'est qu'un dresseur d'animaux avec une puissance moyenne de 450. Le conseiller lui dit qu'il n'y a pas lieu d'être déçu, car il n'est encore qu'au niveau 1, mais ses statistiques dépassent déjà de loin celles d'une personne moyenne dans ce monde. Quelques autres élèves obtiennent des classes telles que désenchanté, chevalier et même guérisseur, et le conseiller se réjouit de la diversité des compétences puissantes des élèves invoqués. Il informe également les élèves qu'ils peuvent ouvrir une fenêtre de statut personnel en disant « statut » de leur propre chef, et lorsqu'Oda l'essaie, il découvre qu'il est un assassin. Cela ne le surprend pas vraiment compte tenu de sa personnalité, mais ce qui l'inquiète, c'est que ses statistiques sont anormalement élevées. Auparavant, Desuke avait des statistiques d'environ 450, et le conseiller avait déclaré que c'était déjà bien supérieur à la moyenne dans ce monde, mais les statistiques d'Oda sont de 1800. Comment expliquer un tel écart? C'est ensuite au tour de Tsukasa d'essayer la boule de cristal. Il pose sa main dessus et, à sa grande surprise, il découvre qu'il est le héros. Les autres élèves ne sont pas vraiment surpris par ce résultat, car Tsukasa a toujours été un prodige en athlétisme, en études et en leadership, il était donc le plus susceptible de devenir un héros. Le conseiller commence à le féliciter pour ses statistiques élevées, car la plupart des gens plafonnent à environ 500 points, alors que les siennes avoisinent les 900. Cependant, si 900 est vraiment tout ce qu'un héros peut obtenir, alors Oda est encore plus perplexe face à son propre écran de statistiques, car cela n'a aucun sens que ses statistiques soient aussi élevées. Nanas demande à Oda s'il souhaite passer à son tour, car il ne reste plus beaucoup de personnes, mais l'idée de révéler ses statistiques à tout le monde ici l'effraie, car il a lu suffisamment d'Isekai pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche avec le roi et sa fille. Il ne peut même pas être certain qu'ils aient dit la vérité au sujet du seigneur démon dont ils ont parlé plus tôt, donc leur révéler ses statistiques le mettrait dans une position très désavantageuse. Cependant, le simple fait de dire qu'il ne veut pas montrer ses statistiques attirerait trop l'attention, alors il regarde son écran de statistiques et se rend compte qu'il possède une compétence maximale appelée « dissimulation de présence ». Dès qu'il l'active, il disparaît pratiquement du groupe sans que personne ne s'en aperçoive. Même Nanas, qui lui parlait il y a un instant, oublie complètement l'existence d'Oda dès qu'il est hors de vue, tout comme mon père. Une fois que le conseiller a pris note des capacités de chacun, il leur annonce que l'équipement nécessaire à leur entraînement leur sera bientôt fourni, mais que pour l'instant, ils vont être conduits dans les chambres qui ont été préparées pour eux. Oda pousse un soupir de soulagement, il a passé la vérification sans se faire remarquer, il ne lui reste plus qu'à utiliser ses compétences pour recueillir des informations, mais alors qu'il traverse les couloirs, il remarque une caméra qui espionne les élèves depuis le plafond, et il est désormais certain qu'il se passe quelque chose de louche ici. Comme personne ne sait plus qu'il est là, il va devoir se débrouiller seul jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passe. Heureusement, il parvient à trouver une vieille chambre que le château utilise pour stocker du matériel, et il décide d'y passer la nuit. Il examine l'équipement disponible et trouve des affaires qui conviendraient à un assassin. Il les enfile et part afin de commencer à recueillir autant d'informations que possible. Grâce à ses statistiques élevées, il est capable de sauter facilement à des dizaines de mètres dans les airs, ce qui lui permet de se déplacer sans difficulté. Grâce à sa capacité de dissimulation, il se faufile sans effort dans la chambre du roi sans être détecté, et surprend une conversation entre celui-ci et la princesse au sujet d'un certain plan. Morgan lui rappelle également de veiller à ce qu'aucun élève n'entre dans les archives du château, car il serait néfaste qu'ils apprennent la vérité. Oda ne sait toujours pas exactement quel est leur plan, mais il se doute que ce n'est rien de bon.
Il est donc tenté de poignarder le roi à mort sur le champ et d'en finir une bonne fois pour toutes, mais cela serait trop imprudent, du moins tant qu'il n'aura pas recueilli plus d'informations. Le lendemain matin, Oda se faufile dans la salle à manger et prend un morceau de pain à manger. Il se demande s'il doit lever le voile sur le secret et dire à ses camarades de classe que le roi prépare quelque chose de mal, mais il doute qu'il le croie. À ce moment-là, Tsukasa entre et a quelque chose à dire. Il est clair qu'ils sont devenus plus forts en venant dans ce monde et il estime qu'il est de leur devoir d'utiliser leur nouveau pouvoir pour aider à vaincre le Seigneur Démon, comme le roi leur a demandé de le faire. Il souhaite donc demander le soutien de tous pour atteindre cet objectif et ils semblent tous d'accord avec cette idée. Oda se rend compte que le fait qu'ils considèrent tous le roi et la princesse comme des alliés signifie qu'ils ne le croiraient pas s'il leur racontait ce qu'il a entendu la nuit dernière. Il décide donc de recueillir davantage d'informations avant d'agir. Plus tard dans la journée, les élèves se rassemblent tous dehors pour leur première leçon de combat, et on leur présente Saran Mitray, le commandant chevalier du dernier bataillon de Redi. Il leur annonce qu'il sera chargé de les entraîner pendant le mois suivant, après quoi ils seront autorisés à entrer dans le donjon pour mettre en pratique leurs nouvelles compétences. Oda observe la scène depuis un moment, caché dans un coin, et il n'apprécie pas l'enthousiasme aveugle de ses camarades à l'idée de devenir des héros, mais il ne peut rien y faire dans sa situation actuelle. Il décide donc d'aller chercher plus d'informations. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, Saran semble le remarquer. Il confie donc la responsabilité des élèves à son assistante Gilles et suit Oda. Oda finit par s'arrêter près d'une fontaine et se demande où il devrait aller pour recueillir des informations, mais tout à coup, Saran apparaît derrière lui et lui demande si quelque chose ne va pas. Oda est choqué que quelqu'un ait pu le repérer, car il est sûr que sa compétence de dissimulation est toujours active, mais Saran lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter outre mesure, car sa compétence est toujours efficace sur tout le monde. Mais qu'il est un cas un peu particulier. Saran possède des yeux enchantés qui lui permettent de percevoir les moindres changements de température, il n'a donc pas eu de mal à remarquer Oda. Oda ne peut pas risquer de voir sa couverture compromise, il saisit donc sa dague, avec l'intention d'éliminer Saran, mais celui-ci lui dit que ce n'est pas nécessaire, car il ne va pas parler de lui au roi ou à la princesse. Oda est surpris d'entendre cela, car il pensait que le commandant des chevaliers serait loyal envers le roi, mais la loyauté de Saran est un peu compliquée, donc dans l'état actuel des choses, il n'a aucune raison de dénoncer Oda. Lui et Oda s'assoient près de l'entrée et Oda explique à Saran qu'il cherche un moyen d'accéder aux archives, car il ne connaît rien à la magie ni au fonctionnement de ce monde. Par exemple, sa compétence de dissimulation était au maximum dès le début, mais il ne sait pas comment améliorer ses autres compétences. Saran lui propose de lui apprendre à progresser, car il ne trouverait pas cette information dans les archives, même s'il essayait. Oda est un peu excité, car il espérait avoir l'occasion de suivre un véritable entraînement d'assassin, mais il n'aime pas accepter de l'aide gratuitement. Alors il demande à Saran s'il peut faire quelque chose pour lui en échange. Saran répond qu'il aimerait simplement en savoir un peu plus sur le monde d'Oda, car il pense que ce serait intéressant à découvrir. Les deux hommes commencent alors officiellement à travailler ensemble. Au cours des semaines suivantes, Oda apprend l'histoire de ce monde et découvre qu'il existe des continents séparés où vivent des elfes et des créatures mi-humaines mi-animales. Ensuite, Saran se charge de former Oda, tandis que Gilles s'occupe de la formation des autres héros. Tout se passe bien pendant un certain temps, mais un soir, Oda vient voir Saran car il a trouvé un livre étrange dans les archives du château. Saran sait déjà de quoi il s'agit, car c'est lui qui a caché ce livre-là pour qu'Oda le trouve, et celui-ci contient des détails sur ce que Saran prévoit de faire. Il dit que le roi n'est plus apte à régner sur ce pays, car il est prêt à payer un prix horrible pour son profit personnel, ce qui ne plaît pas à Saran ni aux autres chevaliers, mais il souhaite maintenir la paix autant que possible afin d'éviter tout bain de sang inutile. Oda pense que les choses auraient été beaucoup plus faciles s'il avait simplement tué le roi quand il en avait l'occasion, mais Saran lui dit qu'il a fait le bon choix en l'épargnant à ce moment-là. Tuer un homme n'est pas un fardeau facile à porter, surtout pour un adolescent comme lui. Ce n'est pas parce qu'il est un assassin qu'il est obligé de tuer, et s'il a vraiment l'intention de rentrer chez lui un jour, il devrait limiter ses meurtres au strict minimum. Oda apprécie les conseils de Saran, mais il lui demande pourquoi il s'occupe autant de lui, alors qu'il n'a rien à y gagner. Saran répond qu'il a de grands espoirs pour Oda, et il ne parle pas seulement de ses statistiques. Lorsqu'il a été convoqué pour la première fois, Oda était le seul à avoir réellement réfléchi à la situation et à ne pas s'être contenté de suivre le mouvement. De plus, rares sont ceux qui auraient pu endurer ce qu'Oda a enduré et en sortir plus fort. Oda est un peu gêné, car il a passé toute sa vie à être ignoré par son entourage, et c'est la première fois que quelqu'un le félicite autant. Saran est heureux de l'avoir rendu heureux, mais il a une faveur à lui demander, car il aurait vraiment besoin d'aide pour le coup d'état qu'il prévoit, et Oda répond qu'il va y réfléchir. À la fin du mois, l'entraînement des héros est enfin terminé, et il est temps pour eux de descendre dans le donjon, mais alors qu'ils défilent dans les rues, Oda remarque quelqu'un qui les observe du coin de l'œil, et il se demande pourquoi elle éprouve une telle animosité envers les héros. Il se faufile donc derrière elle pour lui poser la question.
La jeune fille est surprise par l'apparition soudaine d'Oda, mais il lui assure qu'il ne lui veut aucun mal. Il veut simplement savoir pourquoi elle semble si hostile envers les héros, alors que tous les autres semblent les soutenir. La jeune fille lui demande s'il ne sait vraiment pas ce que le royaume doit sacrifier pour les invoquer ici, mais c'est la première fois qu'Oda entend parler d'un sacrifice, il ne comprend donc pas de quoi elle parle. Elle aurait pu facilement lui dire de quoi il s'agissait, mais au lieu de cela, elle dit à Oda qu'il devrait trouver la réponse par lui-même, car ce ne sera pas la dernière fois qu'ils se verront. Alors que le groupe s'enfonce dans le donjon, il est contraint de se frayer un chemin à travers un important groupe d'orques, mais peu importe le nombre qu'il tue, il en apparaît toujours davantage. Tsukasa suggère qu'ils battent tous en retraite pour l'instant, et Saran accepte, estimant qu'ils ont suffisamment progressé pour aujourd'hui. Il utilise alors son épée divine pour ouvrir un passage vers la sortie, et ordonne à tout le monde de courir aussi vite que possible. Cependant, après avoir franchi la porte, ils se retrouvent acculés par encore plus de monstres, et leur chance de s'échapper semble mince. C'est alors que Tsukasa se souvient qu'avant leur départ en mission, la princesse lui avait donné une bombe fumigène spéciale qui, selon elle, effraierait les monstres. Il décide donc de tenter le coup et la lance sur les orques, mais à sa grande horreur, la bombe fumigène transforme l'ORC en un minotaure bien plus puissant que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à présent. Lorsqu'Oda et Gilles arrivent, le groupe est déjà sur le point d'être vaincu. Oda passe alors à l'action et tente de poignarder le monstre dans la nuque, mais sa peau est bien trop résistante pour être transpercée et son épée se brise sous l'impact. Oda est contraint de battre en retraite et trouve Tsukasa agenouillé sur le sol, le bras cassé. Il est en pleine crise de nerfs, car il ne supporte pas de ne pas être assez fort pour vaincre le Minotaure tout seul. Oda sait que Tsukasa a un sens aigu des responsabilités, mais il n'a jamais été du genre à s'effondrer sous la pression comme ça, alors il a l'impression que quelqu'un lui a fait quelque chose. Il demande au désenchantateur du groupe d'essayer de lui jeter un sort de malédiction pour voir ce qui se passe, et comme prévu, les restes d'une malédiction flottent au-dessus de sa tête. Quelqu'un a donc clairement planifié toute cette attaque, et Oda a une bonne idée de qui en est l'instigateur. Pendant que la malédiction de Tsukasa est dissipée, Oda dit à Saran qu'il prévoit d'essayer sa nouvelle compétence. Saran lance alors un éclair sur le Minotaure, et tandis que celui-ci est électrocuté, Oda active sa magie de l'ombre. Des vrilles sombres commencent à émerger de l'ombre avant de transpercer le Minotaure là où il se trouve. Une fois qu'il a été immobilisé, Oda commence à l'attirer dans l'ombre jusqu'à ce que son corps entier soit dévoré, ne laissant que sa tête derrière lui. Cependant, bien qu'il ait réussi à tuer le Minotaure, il ne maîtrise pas encore totalement ses pouvoirs d'ombre, et il commence à lutter pour les empêcher de devenir incontrôlables. Heureusement, Saran vient à son secours pour l'aider à rester calme, jusqu'à ce qu'il parvienne finalement à retirer les vrilles. Une fois le combat terminé, tout le monde retourne au château, et Saran félicite Oda pour le succès de sa mission. C'est grâce à lui que tout le monde a pu rentrer sain et sauf, mais si son pouvoir d'ombre est incroyablement puissant, il lui coûte également très cher. Alors Saran dit à Oda d'éviter de l'utiliser sauf en cas d'absolue nécessité. Il dit à Oda qu'il a un cadeau pour lui et lui tend un katana. Il explique que la lame a été forgée par le premier héros invoqué il y a plusieurs siècles, et Oda lui en est reconnaissant, mais il se demande pourquoi Saran la lui donne à lui plutôt qu'aux héros actuels, Tsukasa. Saran explique que Tsukasa a déjà reçu l'épée sacrée pour l'utiliser au combat. De plus, le roi remarquerait certainement que quelque chose cloche s'il voyait Tsukasa brandir le katana, car Saran l'a en quelque sorte volé dans l'armurerie royale. Oda comprend, alors il accepte le katana, et il trouve cool de pouvoir utiliser la même épée que l'ancien héros. Mais en parlant de héros, il se souvient que la situation avec Tsukasa ne s'est pas améliorée. Ils ont réussi à comprendre qu'il était maudit, mais si certains symptômes ont été atténués par le sort de désenchantement, la malédiction elle-même persiste, et Oda prévoit de découvrir pourquoi. Plus tard dans la nuit, Oda se faufile dans la chambre de la princesse et la surprend en train de renforcer la malédiction qui pèse sur Tsukasa à l'aide d'un cristal magique afin de le transformer en marionnette. Mais avant qu'elle n'ait pu terminer ses sorts, Oda passe à l'action et coupe le cristal en deux. Cela devrait suffire à lever la malédiction pour l'instant, mais il a encore quelques questions à lui poser, alors il pointe son épée vers sa gorge et exige de savoir pourquoi elle fait cela. La princesse répond froidement que tout ce qu'elle fait, c'est pour le bien du roi. Alors il lui demande pourquoi elle suit ses ordres, mais en y regardant de plus près, il remarque qu'il n'y a pas une seule pensée originale derrière ses yeux. Elle est manifestement contrôlée elle aussi, et il ne serait pas juste de la tuer si elle n'agit pas de son plein gré. Oda décide donc de partir. Cependant, il aurait probablement dû la tuer quand même, car dès qu'il est parti, elle se rend dans son placard, rempli de cristaux maudits destinés à chacun de ses camarades de classe, et commence à les utiliser à la place. Peu de temps après, Oda apporte les cristaux à Saran et lui demande s'il sait quelque chose à leur sujet. Saran a déjà vu ces cristaux auparavant, et il murmure qu'il n'arrive pas à croire que le roi n'ait pas encore abandonné. Cela mis à part,
Il demande à Oda s'il s'est révélé à la princesse pendant qu'il détruisait le cristal, et celui-ci admet que oui, mais uniquement parce qu'il voulait savoir ce qu'elle pensait et pourquoi elle faisait tout cela. Saran lui dit que la princesse n'est rien de plus qu'une marionnette pour le roi à ce stade, mais Oda en a fait assez pour aujourd'hui, alors Saran lui dit qu'il devrait aller dormir, mais il conseille à Oda de ne plus rester dans l'enceinte du château. La princesse va certainement essayer de maudire tout le monde à part Tsukasa maintenant, mais elle ne sait pas qui est Oda, donc elle n'a aucun contrôle sur lui. Elle ne sait peut-être pas exactement qui il est, mais maintenant qu'elle sait qu'il y a un assassin dans l'enceinte du château, Saran est sûr que les gardes passeront la nuit à fouiller tous les recoins, et Oda ne pourra donc plus se cacher dans les placards de rangement. Oda s'excuse d'avoir révélé son identité sans penser aux conséquences, mais Saran lui dit qu'il n'a pas à s'excuser. Faire des erreurs est naturel chez les jeunes, c'est donc le rôle de Saran, en tant qu'adulte, de l'aider à gérer les conséquences. Oda se dit reconnaissant d'avoir quelqu'un comme Saran pour veiller sur lui, et Saran lui répond que s'il veut vraiment lui exprimer sa gratitude, il devrait l'emmener avec lui lorsqu'il aura enfin trouvé un moyen de retourner au Japon. Oda passe la nuit dans l'un des arbres, mais il est réveillé par un grand remue-ménage tôt le matin dans le château. Il se demande ce qui peut bien se passer à une heure aussi matinale et décide d'aller voir. Il trouve quelques gardes et ses camarades de classe rassemblés autour de Tsukasa, qui, dès qu'il l'aperçoit, est soulagé de revoir Oda. Oda est heureux de voir que la malédiction qui pesait sur Tsukasa a été levée, mais Tsukasa semble paniquer et lui demande où il était. Oda explique qu'il faisait juste une sieste et demande ce qui se passe ici. Il s'attendait à quelque chose de banal, mais à sa grande horreur, il trouve le commandant Saran gisant sur le sol, une dague plantée dans la poitrine. Oda s'effondre et demande qui a bien pu faire une chose pareille, mais soudain, tous ses camarades de classe se retournent contre lui, l'accusant d'être le meurtrier. Le poignard planté dans la poitrine de Saran est le même que celui qu'ils ont vu Oda utiliser la veille. Cela constituerait une preuve irréfutable contre lui, mais ils ont littéralement vu son poignard se briser contre le Minotaure dans le donjon, donc celui-ci ne peut pas être le sien. Malgré tout, ses camarades de classe affirment tous qu'il est trop suspect, car il disparaît et réapparaît quand bon lui semble. Oda se rend compte que la princesse a dû réussir à jeter un sort à tous ses camarades de classe pour qu'ils agissent ainsi, et que le seul qui reste normal est Tsukasa. Il essaie de prendre la défense d'Oda, car il n'est pas juste de l'accuser de meurtre sans aucune preuve, mais soudain, le roi apparaît et annonce qu'Oda est accusé de trahison pour le meurtre du commandant Saran, et ordonne aux gardes de l'exécuter immédiatement. Oda voit un sourire illuminer le visage de la princesse, et à cet instant, il comprend qu'il est victime d'un complot et qu'aucune explication ne suffira à le sortir de cette situation. Alors que les gardes s'apprêtent à le poignarder, il active son pouvoir de dissimulation et disparaît, ce qui pousse le roi à ordonner à ses hommes de se disperser et de le rechercher partout. Pendant ce temps, Oda se faufile près de Gilles, car il sait qu'il est digne de confiance. Une fois qu'il a attiré son attention, il apprend que les véritables coupables de la mort de Saran sont les assassins personnels du roi et qu'ils vont maintenant s'en prendre à Oda, qui va donc devoir prendre la fuite. Gilles explique que Saran avait anticipé une telle situation et avait donc préparé à l'avance un sac de provisions pour Oda. Oda remercie Gilles pour ses informations et, après avoir rassemblé les provisions, il quitte le royaume. Cette nuit-là, le roi et la princesse se réunissent pour discuter de l'avancement du plan, et le roi est sincèrement surpris de la facilité avec laquelle Saran a été éliminé, mais c'est une bonne chose que les assassins aient pu s'occuper de lui rapidement. La princesse a également fini d'infliger des malédictions à tous les élèves à l'exception de Tsukasa, il ne leur manque plus qu'une justification pour déclencher une guerre avec la nation de l'Est. Le roi dit que les élèves lui seront utiles comme pions dans la guerre, et quant à celui qui a réussi à s'échapper, il est sûr qu'un enfant comme lui ne pourra pas survivre seul dehors, mais par mesure de sécurité, il dit à la princesse d'envoyer les assassins chevaliers corbeaux à sa poursuite. Pendant ce temps, Oda vient d'arriver au donjon, car Saran lui a dit un jour que c'était le meilleur endroit où se cacher si l'on était en fuite. Pratiquement personne ne prendrait la peine de fouiller un donjon juste pour vous trouver, donc vous devriez y être en sécurité, mais l'eau et la nourriture y sont limitées, Oda doit donc être prudent. Même avec les compétences de dissimulation d'Oda, il y a encore beaucoup de monstres là-bas qui peuvent le détecter grâce à leur odorat ou leur ouïe développée, mais à mesure qu'Oda gagne des niveaux dans la classe des assassins, il finira par pouvoir masquer son odeur, le bruit de ses pas et même sa signature thermique jusqu'à devenir véritablement indétectable. Il y a des boss tous les 10 niveaux, et une fois que vous entrez dans une salle de boss, vous ne pouvez plus en sortir tant que vous n'avez pas tué le boss. Y aller seul est donc un pari risqué, mais il n'a pas vraiment le choix s'il veut progresser. Dès qu'il entre, il est immédiatement confronté à une chimère, et bien qu'il parvienne à esquiver ses attaques au début, il est pris au dépourvu lorsque sa queue de serpent commence à cracher du venin, et il est touché à la jambe. À cause de cette blessure, il ne peut plus se déplacer aussi rapidement qu'avant, et la chimère parvient à lui transpercer le dos avec ses griffes. Mais alors qu'elle s'apprête à l'achever, Oda décide d'utiliser son atout et lance un sort d'ombre pour anéantir complètement la chimère. Il réussit à vaincre le premier boss du donjon,
mais les blessures qu'il a subies, combinées à l'épuisement causé par l'utilisation du sort d'ombre, le laissent dans un état critique. La compétence de l'ombre détecte que son maître risque de mourir, alors pendant qu'Oda est encore inconscient, elle passe automatiquement du mode attaque au mode récupération et commence à soigner ses blessures. Pendant ce temps, au château, Tsukasa vient de demander à tout le monde de quitter le château avec lui. Il lui demande s'il veut partir chasser le roi démon immédiatement, ce qui semble être une bonne excuse, alors Tsukasa s'en tient à cela, mais ses camarades de classe lui disent tous de se taire et de se rasseoir, car ils ne vont nulle part. Il se rend compte que leur comportement doit être dû à la malédiction dont Saran lui a parlé avant d'être tué, et s'il est vrai que tous ses camarades de classe sont sous emprise mentale, alors il va devoir partir seul. Cependant, à sa grande surprise, quelques-uns de ses camarades acceptent de partir avec lui, et quelques heures plus tard, ils se retrouvent tous à l'extérieur de la ville. Ils sont surpris d'avoir réussi à sortir aussi facilement, mais cela semble logique puisque leur excuse était qu'ils voulaient combattre le seigneur démon et qu'il serait absurde que le roi les empêche d'accomplir leur mission. Cela mis à part, Tsukasa se demande pourquoi les autres ont choisi de se joindre à lui alors que tout le monde refusait même d'y songer. Yuki lui répond qu'elle pense que personne ici n'est actuellement affecté par la malédiction de la princesse. Asaina ajoute qu'il pense que ses actions ont peut-être contribué à les libérer de la malédiction, car même s'il ne sait pas exactement pourquoi il l'a fait, il a des souvenirs flous de s'être faufilé dans la chambre de la princesse et d'y avoir brisé un tas de cristaux. Nous découvrons plus tard que c'est Gilles qui en est responsable, car il a utilisé son pouvoir de manipulation pour prendre le contrôle du corps d'Asaina afin de briser la malédiction, et même s'il n'a pu libérer que quelques élèves, il est heureux d'avoir réussi à exaucer le dernier souhait de Saran. Alors que le groupe quitte le royaume, Asaina se dit qu'il doit trouver un moyen de renouer avec Oda. Il regrette de ne pas avoir essayé de le retrouver alors qu'il était encore caché dans le château, et malgré le fait qu'il ait été maudit, il se sent très mal de ne pas avoir pris la défense de son ami. La plupart des élèves de la classe ne parlaient pas beaucoup à Oda, mais un jour, en rentrant de l'école, Asaina est tombée par hasard sur Oda qui travaillait dans le bâtiment. C'était la première fois qu'ils se rencontraient en dehors de l'école, et Oda lui a demandé de garder son travail secret, car il ne voulait pas que sa petite sœur l'apprenne. Asaina a promis de garder le secret, car il sait ce que c'est que de s'occuper d'une petite sœur, et il se trouve que leurs deux sœurs étaient meilleures amies, ils ont donc bien ri de cette coïncidence. Pendant ce temps, dans le donjon, Oda vient de reprendre conscience, et pour une raison quelconque, il se souvient avoir rêvé du jour où il a rencontré Asaina. Il espère vraiment qu'Asaina va bien, et il est tout aussi inquiet pour sa mère et sa sœur restées au Japon, mais après s'être inquiété, il se rend soudain compte qu'il ne souffre pas atrocement, même si le chimère lui a griffé le dos. Il consulte son écran d'état et constate que ses statistiques ont beaucoup augmenté depuis qu'il a vaincu la chimère, mais cela n'explique pas pourquoi ses points de vie sont presque au maximum malgré tous les dégâts qu'il a subis pendant le combat. Il remarque également que sa compétence de magie de l'ombre est désormais au niveau 3, et il ne comprend pas comment elle a pu augmenter autant après une seule utilisation, mais il n'a pas le temps d'y réfléchir. Il décide donc de continuer à avancer. Plus bas dans le donjon, il finit par tomber sur une boue géante, et après l'avoir ouverte, il trouve une jolie elfe à l'intérieur. Il pense que c'est l'occasion idéale d'essayer l'une des nouvelles compétences qu'il a acquises en passant au niveau supérieur, l'œil du monde. Il active la compétence, et d'un seul coup, toutes les informations sur la vie de la jeune fille affluent dans l'esprit d'Oda, mais c'est beaucoup trop pour lui et il annule la compétence à mi-chemin. La jeune fille n'a plus que 2% de ses points de vie, alors Oda la porte jusqu'au 69e étage et la pose près d'une mare d'eau pour qu'elle puisse se reposer. Elle se réveille plus tard et Oda lui donne de l'eau à boire pour qu'elle se sente mieux. Il dit à Amelia qu'elle devrait dormir davantage pour pouvoir récupérer correctement, mais elle répond qu'elle a trop faim pour dormir, alors il lui prépare un porridge bien épais. La jeune fille est reconnaissante pour la nourriture et commence à manger immédiatement. Une fois qu'elle a fini de manger, elle demande à Oda comment elle est arrivée ici, car elle se souvient d'avoir été plus bas dans le donjon. Il lui explique que c'était le point d'eau le plus proche et qu'il l'a donc portée jusqu'ici. Elle est surprise qu'il ait pris la peine de s'occuper d'elle, même s'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant, car c'est la chose la plus gentille que quelqu'un ait jamais faite pour elle. Quelques heures plus tard, Amelia a retrouvé toutes ses forces, et elle et Oda ont réussi à descendre jusqu'au 80e étage, mais Oda se demande pourquoi elle le suit, car il pensait qu'elle voudrait remonter à la surface dès que possible. Amelia lui dit qu'elle est venue ici pour terminer le donjon, tout comme lui, et qu'elle ne partira pas avant d'avoir atteint son objectif. Les deux se feraient un chemin jusqu'à la salle du boss de l'étage, et dès qu'ils y mettent les pieds, ils sont attaqués par un dragon. Ils sautent tous les deux pour l'esquiver, et Amelia utilise la magie de gravité pour alourdir le dragon pendant qu'Oda tente de lui porter le coup fatal. Cependant, le dragon a réussi à le localiser et le frappe en plein vol. Amelia lui dit que le dragon suit probablement la signature de son mana, et qu'il devrait donc le diffuser dans l'environnement, mais Oda ne sait pas comment faire. Il opte donc pour la meilleure solution de remplacement et utilise son mana pur pour lancer une attaque contre le dragon avant de le poignarder à mort dans les yeux.
Le dragon tombe au sol, vaincu, mais Amelia est perplexe face à ce qu'Oda vient de faire. Il lui explique qu'il ne savait pas comment diffuser son mana dans l'environnement, alors il a simplement utilisé le mana environnant pour attaquer. Amelia est stupéfaite d'apprendre qu'il est capable d'une telle chose, mais avant qu'elle ne puisse lui demander plus d'informations, le cadavre du dragon se met soudainement à briller. C'était la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.